Bienvenue dans Sans Alcool. C'est le seul podcast en France dédié entièrement à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bienvenue dans cet épisode de Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir une femme hors du commun, dont la voix transcende bien au-delà des écrans et des micros. Animatrice emblématique, comédienne accomplie, auteure passionnée, super maman, journaliste et même maître de cérémonie inspirante. Effectivement, je parle de Sandra Lou. Elle nous fait l'honneur de se livrer à notre micro avec une authenticité bouleversante. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce témoignage iconique où Sandra nous ouvre les portes de son univers intime et lumineux. Bonne écoute. Toi, en termes d'alcool, tu as arrêté, tu te poses des questions, tu es dans quelle mouvance en ce Alors moi, je moment? suis quelqu'un, je vais te dire un truc peut-être qu'on t'a déjà dit dans d'autres podcasts avec d'autres invités, c'est l'alcool qui m'aime pas. Dans D'accord, le sens où moi, je fais marrer mes potes à longueur d'années, de temps, de fêtes, parce que un verre me suffit pour être complètement rigolote. En d'accord, fait, je crois que mon corps ne supporte pas bien l'alcool, ce qui ok, fait que très vite, en fait, je suis très joyeuse et que j'ai pas besoin de plus qu'un verre. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, d'accord, ça limite très vite. ok, Donc il y a des tonnes de moments où j'en bois pas parce que j'ai pas envie, parce que voilà. Et quand on est vraiment tous en bande de potes, ils savent que je vais être sympa, tu vois? Je veux dire, si on propose n'importe quoi, une coupette de champagne, je vais être polie, tu vois? Mais je vais tremper mes lèvres, je vais la poser, enfin, tu vois? Je finis jamais mes verres et ça les fait marrer. En fait, si tu veux, le le truc qui revient en récurrence quand je suis invitée quelque part, c'est: «Ah non, mais de toute façon, vous verrez, Sandra, à la fin du repas, elle aura 6 verres, elle en aura pas touché un seul». d'accord, Donc je finis pas mes verres. d'accord, ça marche. J'ai eu un souci très longtemps avec, ce qui pouvait tuer les gens, Ok, volontairement. C'est-à-dire boire de l'alcool, ça tue, fumer, ça tue, parce que j'ai perdu mon premier amour d'un cancer et il est mort à 23 ans. Lui, c'est un gamin qui était malade à l'âge de 9 ans. C'est juste des métastases, juste, qui sont montées, de son tibia aux poumons, ok, mais je l'ai vu tellement souffrir de ses poumons qu'en fait, à 14 ans, quand tu te construis et que tu as tous tes potes du lycée et du collège, collège-lycée qui te disent: «Ah mais allez, fume une clope, faut essayer, machin et tout», et que tu vois ce que c'est qu'en fait, même si tu fumes pas, parce qu'il fumait pas lui, hein, et c'était juste une maladie, mais je voyais ce que ça pouvait faire un cancer des poumons, tu vois? Et je leur ai dit: «Mais vous vous rendez pas compte les gars qu'en fait là, vous êtes tranquillement en train de vous, saboter, votre santé évidemment, qu'un jour vous allez être hyper malade et que vous pouvez», parce que ça arrive pas à tout le monde, hein, il y a des exceptions, mais vous pouvez hypothétiquement déclencher un jour un cancer des poumons et c'est horrible. Et moi, ce qui m'a tuée derrière, c'est que, bah, mon copain est mort, alors que lui, il a jamais touché une clope de sa vie et que évidemment, et tant mieux pour mes autres potes qui ont fumé une bonne partie de leur vie et qui sont toujours là, tu vois? Mais il y a une forme d'injustice, tu vois? De te dire: «Putain, mais vous vous rendez pas compte comme ça peut faire souffrir, quoi». Donc depuis ça, je t'avouerai que déjà, j'ai pas touché à un verre d'alcool avant mes 18 ans. d'accord, Jamais bu avant, et encore, je l'ai fait parce que, je venais d'une famille où ma mère ne buvait pas d'alcool du tout, zéro. Elle m'avait toujours dit que c'était très, très, mal, que c'était mauvais pour la santé et qu'en plus on faisait des conneries quand on était alcoolisé. Donc moi je suis née avec ça et j'ai vécu avec ça, et j'ai été élevée que par ma mère et avec ma sœur, donc du coup on avait ça en tête, et même ma sœur, elle a pris des verres très, très tard, dans sa vie de femme, tu vois? Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé, ça m'a très vite tourné, et donc je suis toujours restée sur ça. Donc en fait, moi, je peux rester très longtemps sans boire, j'ai aucun souci avec ça parce que c'est par besoin. Tu vois ce que je veux dire? je comprends. Mais c'est pas non plus, un truc social où tu te dis, bon, comme tu disais toi, quand tu me racontais ton histoire, que, bah, oui, à un moment donné, c'est un peu, c'est la vie sociale, quoi. Bah, oui, bah, tu es là et tu fais des afters sur afters sur after, et donc tu bois, tu bois, tu bois, mais en surconsommation, parce que dans la vie, même des verres d'eau, tu en boirais pas autant. Tu vois ce Non. que je veux dire? T'as bien vu une pinte, rien qu'une pinte de bière, faut la descendre, c'est comme si c'était un verre d'eau complet comme ça. Il y en a pas beaucoup qui boivent des verres d'eau complets. Les pintes de bière, tu sais pas pourquoi les gens, ils les descendent. C'est comment ils font, quoi? Ça me Toi, tu ado, tu sais pas qui tu es, on sait pas qui on est à cette Ouais. période. Il y a C'est l'effet de long, hein, la groupe, quête, hein. c'est pas Ce que tu évident. fais, c'est long. C'est pas c'est ce que tu disais, mais l'adolescence, c'est une période charnière pour se construire et essayer de comprendre qui on est. On se cherche beaucoup. Mais moi, tu vois, dans mon parcours à moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de commencer à vraiment comprendre qui j'étais, me connaître, j'avais 37 ans. Donc c'est tard. Donc entre 14, par exemple, et 37 ans, tu peux en faire des conneries dans l'addiction, tu vois? Que ce soit les drogues,
que ce soit l'alcool. Moi, j'ai des copines qui, pendant des années, faisaient un peu n'importe quoi et qui ont eu une espèce de, comme toi, tu vois, d'électrochoc à un moment donné. Donc, il y a différents stades, évidemment, Tout dans à fait. l'électrochoc. Mais certaines se sont dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Je suis tellement moi maintenant et mieux maintenant. Donc, parfois, il faut du temps. C'est pas grave. Tu Souvent, sais, je me ça dis arrive. même des fois, il faut toute une vie, hein. Ouais, Et mais ça c'est fait un vrai. peu partie de notre parcours C'est notre aussi de chemin, ce ouais, chemin. ouais, tu sais, on essaye, enfin moi j'essaye en tout cas d'être la meilleure version de moi-même, donc tu évolues, tu vois des prismes différents. C'est pour ça que je fais le podcast aussi, pour avoir des expériences différentes, des prismes différents, et des similitudes, tu sais? Il y a un truc qui me touche énormément, c'est que, tu as été adulte très vite, en fait, au final et j'ai Et l'impression parce que t c'est quelque chose qui t'a complètement bouleversé et qui a été traumatisant, je pense, sincèrement et est-ce que tu fais pas peu, moi si je l'ai ressenti pour moi, une adolescence, tu sais? Trop tôt, tu mmh, as compris des choses très vite et après il a fallu, faire le chemin à d'accord. l'inverse, tu Beh, vois? oui. Beh, souvent quand on te vole une période de ton enfance ou ton adolescence, souvent tu fais des conneries par la suite. Enfin des conneries, enfin en tout cas, tu as besoin de vivre ton adolescence d'une certaine façon, tu vois? Oui, faire des Ap expériences. ouais, voilà. Hem, Moi je crois que si j'avais eu une adolescence normale, j'aurais sûrement eu une adolescence quand même de petite fille sage, en vrai. Donc OK. en fait, dans mon âge adulte, quand j'ai voulu rattraper parce que tu as raison, on a envie de rattraper ça. La seule chose que j'ai faite qui m'a sauté aux yeux souvent, c'est que quand tu perds quelqu'un si jeune, en fait, tu vis 2 fois plus fort. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue nos limites sur des défis de la vie. Mais je te mets au global, c'est-à-dire et des défis sains, hein, d'accord? C'est du genre, je ferai un truc de fou dans ma vie. Je sais que je vais aider les gens, je vais faire ça. Je vais, faire de la télé. Je ferai, des trucs, pour faire parler de la maladie. Je veux faire rire les gens, je veux les distraire, pour qu'ils soient heureux. Enfin, tu vois? Et j'ai commencé à faire tout pour que la vie, mais la vie au sens propre de je respire, je suis en vie, tu vois? Existe. Et c'est encore ancré en moi. Je suis plus douce et bienveillante avec moi aujourd'hui parce que je me mettais une telle pression pour que tout soit toujours dans l'énergie positive, nanana. En fait, la vie te montre, comme elle a pu te montrer, que bah, parfois, tu peux pas être que au taquet, que tu peux être dans le down et que c'est pas grave, c'est OK et que c'est un équilibre, tu vois? Donc ça s'est stabilisé, mais le décès, de mon copain m'a vraiment rendue presque boulimique à la vie, mais fois 1000, tu vois? Je comprends. Tu vois? Faut que je vive, faut que je me sente vivante, me sentir vivante et C'est, heureusement que j'ai pas tombé dans l'alcool, hein. Parce que j'aurais pu, hein, tu bah, raison, hein. tu sais, oui, c'est, en côté, l'addiction, c'est fou, tu sais? Ça peut venir de n'importe quoi. On parle d'alcool, mais ça peut être tellement autre chose. Toi, tu dis que tu as été élevé par une maman qui était seule. Elle consommait de l'alcool, ta maman? Non, moi j'ai eu de la chance. En revanche, j'ai une amie qui a été élevée seule par sa mère qui, elle, est tombée dans l'alcool et quand je te parle de l'alcool, elle l'a récupéré par terre, tu vois? OK. Donc elle rentrait de l'école et sa mère était dans un piteux état. Donc moi, j'ai été épargnée, tu vois, de ça. Parce que ma mère, je te dis, elle détestait tellement l'alcool, elle avait tellement ce truc en horreur qu'elle nous a éduqués comme ça, en «Ne prenez pas d'alcool, c'est dangereux, c'est mauvais», que du coup, j'ai eu la chance de pas avoir une maman, qui était, tu vois, alcoolique, quoi. Mmh. Tu as fait une série trop rigolote et trop cool, pendant, le confinement avec ta fille. Ouais. Tu quoi comme, comme discours sur l'alcool? Elle a quel âge maintenant? Si on peut en parler, hein, bien sûr. Ah ouais, bien sûr, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, elle a 16 ans et que c'est OK. un vrai sujet parce qu'elle en fait plus et que tout partout où je vais, de toute façon, on lui propose systématiquement un verre d'alcool quand on arrive quelque part. C'est fou ça, hein. Non, mais les gens savent et me connaissent, ils savent qu'elle a 16 ans, enfin, ceux qui me connaissent en tout cas savent qu'elle est jeune encore et qu'elle est mineure, mais elle fait tellement 18-19, tu vois, que naturellement, s'il y a du champagne, une coupette, on va lui, même les serveurs, tu vois, je vais quelque part, même tu sais, un vernissage, une expo, n'importe quoi, et ben, ils vont tendre une coupe à ma fille, quoi. C'est moi, alors, en plus, elle a le réflexe de, tu vois, d'y aller spontanément parce qu'elle elle me dit non, mais je vais tremper ma. Alors, elle va boire ça devant moi, tu vois. Après, je suis pas débile, je lui dis, donc on discute beaucoup. Et je lui dis: «Mais, avec tes potes, quand tu fais de temps en temps des soirs», elle en fait pas beaucoup, mais quand elle en fait, je lui dis: «Vous êtes toujours, la bière zéro alcool là ou, tu sais les, tourtelles ou je sais pas quoi là?» et tourtelle twist. Et elle me dit: «Ah bah ça dépend, parfois on me propose un truc, mais tu sais maman moi je sais, je fais attention machin». Je fais: «Ouais, mais elle est jeune quoi». Donc c'est une fois tous les j'ai de la chance, tu vois? Mais je commence déjà à avoir des vrais gros discours avec elle parce que, elle a des yeux et elle a en revanche des potes qui sont majeurs et là elle voit que et chez les jeunes, je sais pas si tu as vu là, c'est une cata, hein.
ils consomment à outrance, quoi. Ils se rendent pas compte. Ils se mettent minables, vraiment. Alors, quand on y réfléchit, moi, je me souviens de mes potes aussi à moi qui buvaient whisky coca à s'en rendre malade. C'était du torboyau, quoi. Tout à fait. Et puis, ouais, ils ont. Moi, tu sais, j'ai vomi une seule fois. Je le OK. dis aujourd'hui. Une seule fois, j'ai dit: «Plus jamais de ma vie». Mais c'est arrivé parce que j'allais à un festival de musique dans le nord de la France avec mes potes. On était, je te dis 19 ans, 20 ans, genre dans ces eaux-là, comme je buvais pas avant. Et j'ai une copine qui avait acheté dans un Lidl un espèce de truc vodka dégueulasse, plus de l'orange dégueulasse, un mélange qu'on met dans une bouteille pour que ça passe inaperçu en plastoc, qui prend la chaleur toute la journée. Et tu là, tu «Ah vas-y, bois, bois» et on buvait tous dans la même bouteille. En plus, ce truc de malade, tu ferais plus ça aujourd'hui, tu vois? Et là, donc non seulement tu as ça, tu bois ça. J'ai pas bu tant que ça, sauf que c'était tellement immonde et pas de Oui, c'est qualité. ça, c'est chaud, Pas c'est pour le reste. mmh. L'autre, voilà. Et j'ai été malade comme un chien. Et je me suis dit: «OK, ça m'est arrivé une fois, c'est vraiment pas drôle et ça m'arrivera plus jamais». Et bah, tu vois, je peux le dire, j'ai 44 ans, ça ne m'est plus jamais arrivé. En même temps, pour ça, il faut finir sévère, tu me diras. Mais c'est pas le cas. Voilà. Par rapport à ta jeunesse, où tu fais la liaison avec ta fille, toi, tu arrivé dans le mannequinat, c'est un endroit où il y a de l'alcool? Oui, alors, j'ai pas du tout aimé ce milieu. OK. Mais pas que pour, les vices cachés, on va dire. Cachés ou pas pour certains d'ailleurs. C'est simplement que j'ai eu un problème de terme-objet et on parle de toi à la troisième personne du singulier. OK. «Tiens, elle, là, tu qu'à lui mettre ça, machin». Hello, pardon, je suis là. En fait, un être humain, tu peux me dire, Il y a un cœur qui tu, bat, hello, ouais. ah putain, j et ça, très jeune, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Parce que moi, j'avais trop de trucs à raconter, trop de trucs à dire, j'avais trop de trucs en moi à partager et je pouvais pas être, limitée au silence, tu vois ce que je veux dire? Et la photo, pour la plupart, même si elle exprime beaucoup d'histoires, c'est dans le silence souvent. Même un cri, un faux cri, pour une belle photo, tu le fais sans crier, en Oui. fait. Tu es pas obligé de crier, sinon tu cries 15 fois quand on te demande 15 fois de faire une photo. Donc c'est vraiment dans l'expression. Donc tu vas travailler ton corps, mais c'est pas il y a pas d'émotionnel, réel qui sort en termes de son, tu vois? Donc l'émotionnel et tu peux le faire, différemment, mais je me suis sentie un peu, comment dire? Éteinte et Tu étais pas à fermée. ta place. Et Ouais, comme j'étais pas à ma place, je ouais. n'ai pas chopé les codes. Par contre, c'est vrai que là aussi, c'est extrêmement festif et je rajouterais pour certaines, moi j'ai pas eu le temps d'accéder à ça parce que j'ai très vite arrêté, OK. évidemment, la drogue et compagnie. Moi j'ai pas eu besoin parce que j'y suis jamais allée et j'ai jamais moi tu sais quoi? J'ai jamais fumé de ma vie une OK. cigarette. Et encore moins bah, tu sais pourquoi maintenant? Parce que je t'ai expliqué Ouais. l'histoire de mon premier amour. Mais même des bédos, j'ai tous mes potes, ils me disaient: On s'en fout, je» c'était vraiment bleu et moi, quand j'ai une idée en tête et que c'est non, hein. Vous pouvez être 15 000 à me dire: «Ah, c'est super, faut essayer». Rien à foutre, c'est non. C'est pas Voilà. simple parce que tu viens, toi, tu es grandi dans le Nord, Mmh. tu arrives sur Paris. Normalement, tu sais, tu essaies quand même de trouver les codes. J'aime beaucoup donc quand tu dis: «Moi, j'ai pas pris les codes», tu vois? Parce que J'ai tu aurais pas pu complètement lâcher les garde-fous et tu vois? Et vraiment adhérer à ça et Tu sais, j'ai une anecdote que je crois que je l'ai même jamais racontée. Enfin, mes potes la connaissent, mais pas les «médias» entre guillemets. C'est que quand je travaillais sur M6, je faisais le morning à l'époque avec, un de mes potes avec qui j'avais fait une série télé, quelques années plus tôt, qui OK. s'appelle Jérémy Michalak et il se foutait de ma gueule gentiment, parce que c'était un pote. Parce que tu sais, dans ma voiture, quand je garais ma voiture au parking, j'étais la seule nana qui passe à la télé quand même. Donc normalement, toutes les filles qui passent à la télé, elles avaient leur petit sac, nin de je sais plus quelle marque, c'était des pépettes, quoi. Moi, j'avais des peluches sur, l'arrière de ma voiture, tu sais? La planche arrière de la voiture, tu avais toutes des petites peluches parce que dans le Nord, c'était mignon de faire ça. Et comme j'avais une vingtaine d'années, j'avais 23 ans, j'avais mes petites peluches à l'arrière de la bagnole comme ça et j'en avais rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'était moi, tu me prenais comme ça ou pas. Pareil, j'étais habillée, très, très colorée, mais trop. Même aujourd'hui quand j'y pense, tu vois? C'était limite, un peu le look,
comment je pourrais dire? De festivalière, tu sais, D'accord. avec des tu sais, des robes sur des pantalons, par exemple, des grandes Ok, robes, je vois. couleurs sur des pantalons avec des grands colliers, des un peu bohème, tu vois? Et j'ai pareil, quand tu vois les animatrices de l'époque et moi, c'est qu'est-ce que c'est que ce ce n'était pas moi, heureusement que j'ai eu des stylistes sur mes émissions, ça aurait été une cata, tu vois ce que je veux dire? Mais je m'en foutais. Donc en fait, quand je débarquais quelque part et qu'il y avait une soirée, j'étais de toute façon à côté de la plaque. Tu vois Oui, ce que je veux tu restes toi, ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est Et ton donc identité. ouais, puis justement et combien de fois j'ai fait, tu vois, des cocktails, M&M6 ou je ne sais quoi, avec un verre de coca à la main, Ok. tu vois? Et c'était pas un sujet et personne venait me faire chier. Alors me demandez Parce pas. que c'était dans les mœurs que tu sois un peu en décalage. Mais je crois que les gens avaient compris que juste j'étais authentique et Ah, qu'en tout c'est ça qui est important. Ouais. ouais et dans cette période-là, j'étais encore, pour le coup, hein, dans une quête de vraiment qui je suis, machin, je peux te dire que je ne porterai certainement plus les mêmes habits aujourd'hui, maintenant que je me suis vraiment trouvée. Mais à l'époque, je ne voulais pas non plus rentrer dans un moule Je comprends. de l'animatrice télé, elle doit être comme ça. J'aurais pas pu. Est-ce que, avec ce qui s'est passé dans ta jeunesse, ce choc énorme, est-ce que l'injustice, c'est dur pour toi? Je sais que moi, pour ma part, c'est un truc que je travaille énormément parce que c'est quelque chose qui me fait bouillonner. T'as ça dans tes veines? Je travaille encore dessus, beaucoup, Ouais, parce que c'est le truc qui peut me faire, je pense, dévisser, le plus rapidement dans une vie. C'est l'injustice. Mais quand je dis injustice, c'est dans tout, hein. Il suffirait, que j'en sais rien, je suis dans la rue et je sais pas, il y a quelqu'un qui demande des pièces, tu vois? Et un gars passe et lui renverse son truc de pièces, tu vois? Je ça va me foutre en pétard, tu vois? C'est tout ce qui ça part du plus petit truc aux trucs évidemment les plus importants, mais j'essaye de me calmer quand même avec ça parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, point. Si je commence à rentrer dans des détails de trucs importants qui se passent autour de nous et qu'on voit au quotidien, des injustices, en vrai, il y en a tous les jours, tout le temps, partout. Par contre, il y a des injustices silencieuses que j'aime moins, tu vois? Et à partir du moment où je sens que c'est, de la torture psychologique chez les gens, par exemple, ça peut être dans des bureaux, il y a des gens qui sont salariés et qui, ont vraiment l'injustice d'avoir, des collègues qui sont, vraiment néfastes et tu vois, ça, bah, par exemple, c'est aussi un truc qui me fait chier, tu vois? Donc je te parle du salariat alors que moi je n'y suis pas, mais j'entends des histoires, que ce soit dans le salariat ou ailleurs et ça, c'est des sujets qui peuvent aussi m'embêter, à par exemple, au même niveau que parfois des histoires, plus, compliquées qu'on entend dans le monde avec les histoires de guerre en ce moment et tu vois? Ça peut aussi me faire bondir, quoi. je suis tout à fait comme toi et je me dis, il faut choisir ses batailles. On Mmh. aimerait, tu vois, on aimerait Toi faire plus et en fait, je me dis que si on fait plus, on se perd un petit peu. Donc je pense que c'est ça qui est cool de trouver des combats, où on se sent légitime, où on se sent fort et où on sait qu'on va pouvoir apporter quelque chose. Je fais la liaison avec, Finger in the Nose que tu as créé, l'association, tu en parleras beaucoup mieux que moi. en fait, je me suis basée sur, d il s'appelait Maurice, donc D'accord, mon petit copain de l'époque, avec qui je suis restée, quand même 4 ans, plus 3 ans après l'accompagnement jusqu'à son décès. Hem et en fait, si tu veux, c'était, la résilience, mais toujours dans la joie. C'est-à-dire que malgré la souffrance du corps, il était extrêmement positif. Il aimait la vie et jusqu'au dernier moment, il a adoré la vie. Il était jamais en colère contre la vie, tu vois? Pour le coup, c'est pour ça que parfois je te dis, je me canalise moi avec mes injustices, genre: «Ah ça m'énerve, machin», parce qu'en fait, bah, aujourd'hui à moi personnellement, à part des trucs qui me sont arrivés évidemment qui sont pas cool comme à tout le monde, tu vois? Mais j'ai pas vécu d'injustice incroyable au point de m'énerver vraiment contre la vie très, très fort et tout. Et lui, il avait peut-être des raisons de le faire puisque, bah, il était malade très tôt, il a souffert très tôt et surtout il a été condamné très vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc il aurait pu être en colère. Il aurait pu se dire: «C'est injuste, c'est dégueulasse» et c'était pas du tout comme ça qu'il était et il m'a vraiment, je crois, insufflé ce truc en me disant que de toute façon, dans la communication et ça m'a énormément aidé dans mon métier par la suite, ce qui est important, c'est de véhiculer le bon message et qu'on peut pas et c'est là où moi j'ai fait mon travail moi sur moi, c'est que tu ne peux pas parler du cancer ou la lutte contre le cancer en étant trop, alarmiste.
ou en mettant que des photos d'enfants sans cheveux, avec le teint gris, qui ont l'air tellement malheureux. Parce que en fait, si tu veux, pour moi, c'est utiliser une corde, c'est la pitié des gens. Sauf que c'est pas la pitié qu'on vient frapper, enfin, c'est pas à cette porte-là que moi je viens frapper, en tout cas quand j'ai besoin de récolter des fonds. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un déclic chez les gens pour qu'ils agissent et que derrière ils fassent des toutes petites choses, mais que ces toutes petites choses, à la fin, fassent quelque chose d'énorme. Et je me souviens, j'étais avec ma sœur à Barcelone et on était en train de faire son enterrement de vie de jeune fille et on se baladait dans le métro et là, il y avait là-bas une énorme affiche et ça disait en espagnol qu'il fallait donner pour la leucémie et il y avait une photo d'un garçon, je te jure. Pour moi, il était peut-être, à 2-3 jours de décédé, je sais pas, mais enfin, tout était horrible sur cette photo et moi, j'ai regardé la photo, j'ai dit à ma sœur: «Bah, tu vois, chez moi, je donnerai jamais d'argent à ce truc-là. Impossible, je peux pas». Je fais: «Parce que là, on essaye de me soutirer des larmes». Tu vois, j'ai l'impression qu'on venait me voler de la pitié. Mais il y a pas besoin de pitié, en fait. Parce qu'en fait, quand tu es vraiment, touché par une cause, tu vas y aller spontanément et naturellement. Donc j'ai voulu faire ça parce que c'est un message le doigt dans le nez. C'est un Oui. message qui est positif parce que donc le but de ce bouquin, c'était Finger in the nose, parce qu'un jour, on vaincra le cancer les doigts dans le nez. Donc les doigts dans le nez, c'est un geste enfantin. Tu sais que les enfants se mettent tout le temps nin nin. Donc je me suis dit: «Il y a un message très naïf derrière de se dire: bah oui, bien sûr, un jour, ce sera réglé, on n'en parlera plus. Ce sera comme, tu sais, les anciennes maladies qui étaient très, très graves à l'époque et où on n'avait pas de remède. Puis aujourd'hui, on en parle comme si c'était genre rien du tout. Ah, ça, t'as ça, bah, un petit vaccin, c'est fini. Bon, et ben le cancer, peut-être qu'un jour, ce sera ça aussi. Moi, je serai peut-être plus là pour le voir. Mais tu vois, quand j'ai fait mon bouquin, j'ai fait une dédicace à ma fille pour son livre à elle. Et je lui ai dit dans le livre, peut-être que je serai plus là moi, mais j'espère que toi ou tes petits-enfants, si t'es grand-mère un jour, le verront et se diront: «Mon arrière-grand-mère avait raison, ça s'est résolu aussi facilement que, qu'on se met un doigt dans le nez. Maman, demain, je sais pas, si on m'annonce, tu un cancer du sein, oh, t'inquiète pas, tu prends juste 3 gélules et c'est fini». «Ah bon?» J'en sais rien, mais ça sera peut-être ça et en fait, ça, il y a un côté naïf, mais j'aime cette idée de vendre, de la, comment on appelle ça? De l'optimisme aux OK. gens, pour se dire: «OK, j'ai envie de soutenir cette cause parce que oui, forcément un jour ça ira mieux» et tu sais, j'ai passé 10 ans dans les hôpitaux avec les enfants malades et tous les gosses que j'ai croisés là-bas, ils étaient comme Maurice. Ils étaient tous positifs et je te jure, pourtant certains allaient mal. J'ai pas dit qu'ils souffraient pas, hein, tu vois? Non. Parfois j'allais dans des chambres, j'avais des gamins qui étaient pas bien. Il y avait des jours où ils étaient vraiment dans le mal, tu vois? Mais sur la longueur, personne ne parlait de la mort, jamais. Pour eux, c'était ça va aller, tu vois? Un jour après l'autre. Toujours, ça va bien se passer. Je pense que la mort est plutôt venue les choper et ils avaient pas conscience de ça, tu vois? C'est plutôt ça. Je trouve ce qui est beau aussi, c'est que tu allé voir des personnes qui étaient, populaires, tu vois? C'est des gens qui ont mis leurs doigts dans leur nez pour les photos, tu vois? Je pense que passer par là, c'est hyper important parce que ça permet de populariser, je dis n'importe quoi, parce que je crois que ça avait commencé par Astier. Ouais. Tu vois? Qui moi j'adore, je suis complètement fan de lui et du personnage et de ce qu'il fait, de ce qu'il crée et je me dis: «Ah, il est cool et tout, il est sympa s'il le fait» et ça donne des envies. Il y a des côtés un peu identitaires, tu vois? Je trouve que c'était hyper bien joué, tu vois? Du fait de en plus, de pas jouer sur, comme tu dis bien, la pitié, sur quelque chose de triste et en fait, c'est cohérent parce que, bah, Maurice était, dans la joie de vivre, même s'il sait qu'il était, si c'était pas facile, si c'était dur. Tu sais, moi, ça me touche énormément. J'ai accompagné ma maman d'un cancer sur ces 6 derniers mois. Je suis rentré à la maison chez elle pour, l'accompagner. Je voulais pas qu'elle parte dans un hôpital, c'était hors de question et je comprends l'état d'esprit, de même face à la souffrance de la maladie, ce côté positif, de relativiser. Tu sais, de relativiser, c'est fou et ça te prend tellement aux tripes que, moi, je suis inspiré de ça et c'est pour ça que je te posais cette question aussi de l'injustice. Tu sais, ma mère, je me dis: «Mais, c'était tellement quelqu'un de bien, pourquoi?» Et en fait, je relativise énormément et j'essaie de me prendre à son jeu en me disant que, déjà, il fallait peut-être qu'elle parte pour que moi Voilà. j'éclose, tu vois? En fait, ce qui est horrible, là-dedans, c'est que parce que c'est un long travail, hein, c'est accepter le décès de quelqu'un, c'est un long travail. Surtout quand c'est dans ces conditions-là, parce que la maladie, c'est quand même c'est vicieux, hein. Ça fait mal, tu le vois pas arriver au début, puis après ça peut être très violent, très rapide, ça dépend ou alors ça peut être très, très long. Maurice, ça a été très, très long, tu vois? Donc c'est pernicieux, c'est horrible. Moi, j'ai perdu 3 personnes et encore ma meilleure amie l'année dernière d'un cancer. Donc tu vois, Ah, je sais pas pourquoi, je suis très touchée par ça autour de moi. Autour de moi, pas moi, tu vois? Mais autour de moi. En revanche, ce que je sais, c'est que, on a tous une histoire, on doit tous vivre un chemin qui nous fait grandir notre âme.
Et ta maman, son chemin, malheureusement, hein, c'était de passer par la maladie pour, elle, élever son âme sûrement sur d'autres choses et que toi, t'apprennes aussi sur le chemin, sur toi, d'autres choses. Et c'est là où on doit faire le travail pour accepter de laisser partir les gens, mais de les accompagner dans la meilleure des possibilités pour que ça se passe bien, tu vois? Mais généralement, le truc le plus difficile à faire, c'est de lâcher, justement l'injustice à ce moment-là et de se dire: «OK, c'est horrible, elle a souffert. Maintenant, c'est mieux qu'elle soit partie parce qu'elle souffrait trop sûrement», tu vois? Après, il y a ce truc aussi ou elle ou d'autres personnes, tu vois? Mais, et de relativiser comme tu disais, tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure, pour essayer de dire: «OK, le positif là-dedans, c'est quoi?» Parce que sur le coup, tu le vois pas, évidemment. C'est horrible les tu vois, les gens que tu aimes qui souffrent et qui partent, c'est horrible. Par contre, il y a toujours une leçon à tirer de ça et comment l'utiliser pour le transformer pour aider les autres. Et quelque part, c'est quand même ce que tu fais parce que je sais pas dans la chronologie, comment ça vient aider sur tes autres projets, mais ça doit forcément impulser sur d'autres choses que tu vas faire et mettre en avant, tu vois? Je pense sincèrement, oui, oui et puis, tu sais, je pense que mon accident de trottinette, je pense elle m'a donné la chance, tu vois? Elle m'a dit: «C'était pas le moment» et que j'avais quelque chose à justement à donner. Quand tu passes cette période de la télé, tu qu'est-ce que tu vas faire après? Enfin, comment tu évolues dans ce milieu-là? Parce que tu es la fille Alors, qui a des peluches dans sa voiture, mais ça, je comprends que c'est ta l'adolescente qui fait que, oui, c'est voilà, ça, tu as vécu voilà, quelque chose de exactement. très fort. Comment tu te construis? Comment tu apprends à te connaître? C'est pas simple. Tu es sous les projecteurs, tu es épié, tu es jugé, tu es popularisé. Comment tu arrives à prendre je comprends que tu dises: «Bah, je reste moi» et ça, mais au fond de toi, comment tu as ce courage-là? Ma personnalité est restée, c'est-à-dire l'authenticité est restée. En revanche, on m'a dépossédée de quelque chose, c'est que justement, l'image que j'avais ne m'appartenait plus. Ce qu'il y OK, avait dedans, c'était à moi, ce qui était à l'extérieur, c'était à eux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'habillait comme ci, comme ça, on me coiffait comme ci, comme ça et j'étais maquillée en fonction de ce que je portais et cetera. On me demandait rarement mon avis. Tu vois, j'étais déjà de cette couleur de cheveux, hein. J'étais déjà rousse quand j'ai commencé à faire de la télé en tant qu'animatrice, pas en tant que comédienne, parce que comédienne, j'étais blonde. Mais quand j'ai voulu à un moment donné, tu vois, au bout de 2 ans que j'étais rousse, dire: «Ah tiens, j'ai envie de me changer la couleur de cheveux et revenir sur du marron ou tu vois, du châtain», je sais pas quoi. Ah non! J'ai eu un non, mais un no go énorme d'M6 à l'époque parce que j'étais la rouquine du PAF. OK. Non, mais attends, tu te rends pas compte, Sandra, justement, c'est très différenciant, on te reconnaît parce que tu es rousse, parce que tu as mes cheveux ah oui, alors il y avait la couleur et la coupe de cheveux parce que j'avais les cheveux courts qui étaient un peu en sapin comme ça, tu vois? Et mais pendant des années, tout le temps que j'étais chez TF1, chez TF1, je n'ai pas pu couper mes cheveux. Pas couper, pardon, pousser mes cheveux. J'ai pas pu les laisser pousser. On m'a demandé de garder les cheveux courts, de les couper et roux, tu vois? Et ça a duré longtemps. Après, quand j'ai atterri chez TF1, pour le coup, ça a continué sur le alors j'étais un peu plus libre de la longueur des cheveux, des machins. Finalement, j'ai gardé roux parce que c'était quand même mon identité, tu vois? Ouais. Donc ça marche bien, donc je l'ai gardé et j'aime bien en vrai. Donc tu vois, même encore aujourd'hui, alors que je suis plus en télé, je continue. Donc tout va bien. En revanche, ouais, j'ai commencé à me rendre compte aussi que j'étais un produit télé et là, ça a commencé à me faire du mal, tu vois? Parce que dans ma quête de qui je suis, c'est venu vraiment me poser un problème. Parce que, bah, effectivement, c'était, bah, Sandra, on a telle émission, on t'écrit tout, tu fais ci, tu fais ça et donc j'ai été désincarnée petit à petit de qui j'étais. On me faisait dire des mots qui n'étaient pas les miens. On me faisait porter des habits qui n'étaient pas les C'est miens pas et simple ça, cetera hein. Ouais, et en fait, bah, tant que tu es jeune, tu l'acceptes parce que tu es un produit télé, on te je fabrique, comprends. tu vois? Ouais, Mais ouais. quand tu prends la bouteille, que tu vis plein de choses en parallèle, tu as compris les complications de certains accidents de la vie. Moi, j'ai vite senti qu'en fait, bah, la personne qui était en moi, qui voulait vraiment, tu sais, Éclore? s'exprimer, était quand même bloquée dans un truc, quoi. Donc j'ai arrêté, la télé, j'ai arrêté TF1 à ce moment-là, tu vois? Mais pour revenir sur tes histoires de soirées et de cocktails, au final, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tant que ça, parce que j'avais aussi pris la décision de retourner vivre dans le nord de la France. Donc en gros, pendant 15 ans, j'ai vécu à Calais OK. et je venais 3 jours par semaine à Paris, mais pour faire mes tournages. Donc très rarement j'acceptais de passer une tête à une des soirées people de machin, tu vois? Je le faisais parce que j'étais
obligée qu'on voit ma tête de temps en temps dans des magazines, qui m'énervait beaucoup parce que derrière, je me retapais 3 heures de voiture pour rentrer à Calais. Donc si tu veux, c'était un peu, donc fallait pas que je boive du tout parce que Ouais, derrière je tu la conduisais, tu voiture. vois? Ouais, ouais. Et donc c'est pour ça que je te dis la fameuse technique du tu trempes tes lèvres dans le champagne et tu reposes, dès que tu peux la coupette, quelque part en mode: «Ah, faut que j'y aille», tu vois? Donc ça je l'ai fait mais des dizaines de fois. C'était parce que, j'ai voilà, fallait que je passe donc je faisais machin mais j'ai pas eu heureusement, hein, l'obligation d'être à tous les cocktails de télé parce que je vivais à 350 kilomètres de Tu Paris. dirais que ça t'a protégé? Tu pu tomber Non, dedans, tu penses? Si tu avais mais vécu à au Paris? final, Ouais. peut-être, tu vois? J'en sais rien. Après, dans le Nord, les gens boivent, hein. Ah mais je veux dire, j'étais aussi dans une famille où, tu vois, mon ex-mari, la fête, c'était la fête, hein, donc j'aurais pu, par un autre biais, peut-être tomber là-dedans. Mais en fait, non, il y a rien qui m'a fait tomber dans l'alcool. Après, je t'ai dit, je pense que c'est dans la tête. Quand on n'a pas besoin, moi, c'est pas ça qui est c'est pas mon Est-ce que moteur. tu as aussi peut-être le fait de parce que ton métier était ça a en lien, est-ce que aussi le garder le contrôle? Tu es dans un contrôle quand même permanent. Tu es sous le feu des projecteurs, tu dois il y a quelque enfin, Bah, tu fais gaffe à ce que tu dis, tu fais gaffe et encore, hein, moi, il y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là c'est qui étaient ça. aussi présents. Ils commençaient, tu vois, c'est le balbutiement de tout ça et c'était génial parce que du coup, je me suis pris quelques trucs dans la gueule, tu vois? Mais franchement, c'était ça C'était versus ce minime, qu'on ouais. peut se prendre aujourd'hui. Tu sais quoi? Je me suis souvent dit: «Si j'avais été connue comme j'ai été connue, à cette époque, je Ouais. pense que j'aurais tellement souffert de ça, tellement souffert» et peut-être que là, justement, je me serais peut-être réfugiée dans autre chose, tu vois? J'ai été préservée au final, vraiment. Un jeune sur 4 qui a jamais bu d'alcool, entre 18 et 25 ans. Pour 2 choses, ils sont hyper tournés sur la santé, que je pense que nous, on nous disait, tu sais? Sport et Moi, cetera, ouais. j'entendais tout souvent quand j'étais jeune, «Profites-en, brûle ta santé, c'est maintenant, faut y aller, après tu vas t'ennuyer». Donc alors que maintenant, je pense sincèrement que c'est à 20 ans qu'il faut, miser sur nous et un truc, c'est les réseaux sociaux, tu as tout à fait raison, où en fait, il suffit d'une vidéo où ils sont filmés, ils sont grillés à vie. Donc ils Bah, vont c'est ça. éviter de perdre le contrôle pour pas être grillés sur les réseaux. C'est triste et en même temps, ça permet, tu vois, d'éviter l'alcool. Est-ce que à ce moment-là, toi, quand tu es à Calais, tu fais des allers-retours, tu as des désirs d'avoir du sens un petit peu de ce que tu fais, En fait, ce qui était sûr, c'est que quand j'étais, là-bas, j'avais le sentiment d'être 2 personnes et c'est bizarre parce que c'est comme un sentiment de dissociation alors que j'étais, qu'une personne mais à Paris, j'étais Sandra Lou. Quand je passais le péage de Boulogne-sur-Mer, quand je rentrais, hein, de Paris pour aller vers Calais, c'est comme si je reportais un déguisement qui était dans le coffre de Sandra Bretonnesse, qui est mon nom de jeune fille, puisque j'étais mariée, que je suis quelqu'un du nord de la France, donc je suis de Calais à l'origine, hein, donc je repars dans mes racines. J'avais mon mari, ma fille là-bas, ma maison, mes amis d'enfance, 2 vies différentes. Les paillettes, la vie normale où je faisais le ménage, je faisais la évidemment la petite, comment dire? La petite mère au foyer, comme il faut, machin, la petite femme au foyer aussi. Tu vois? Donc j'essayais de faire mes 2 trucs et ça cohabitait comme ça pendant 15 ans et puis jusqu'au moment où ça va plus parce que tu as un peu d'envie. Puis surtout, j'ai eu un grave accident de voiture moi aussi ah, donc en fait, si tu veux, bah, quand tu te fais 80 000 kilomètres par an en voiture, les probabilités pour que tu te c'est sûr. plantes à un moment donné, elles sont énormes, tu vois? Tu multiplies les chances de mourir. Donc et ouais et là, tu vois, c'est arrivé et pour autant, j'étais ni fatiguée ni machin parce que c'était, un matin très tôt. J'arrivais à Paris, c'est juste intempéries, il pleuvait énormément, mais vraiment beaucoup et même en ayant ralenti, je voyais plus rien. Il y avait, 2 files de voitures qui étaient, à l'arrêt parce qu'il y avait eu au préalable un autre accident avant moi et en fait, les 2 files étaient arrêtées, mais sauf que les dernières voitures n'avaient pas mis leur, warning. Ah Donc merde. moi, le temps, avec la mauvaise visibilité, de voir que tout le monde était à l'arrêt, quand j'ai freiné, j'avais une BMW à l'époque, c'était une traction arrière. J'ai patiné, j'ai voulu prendre sur le côté, tu sais, en me disant: «Peut-être je vais passer sur la petite bande d'arrêt d'urgence». La voiture ne passait pas, donc en fait, je suis venue taper, avec le nez de la voiture et j'ai fait un carambolage avec cette voiture. Donc Oh là là j'ai là fini là. comme une toupie, j'ai blessé personne. Ça a été ma phobie quand, ils m'ont réanimée. J'ai dit: «Mais j'ai tué des gens, j'ai tué des gens».
Et heureusement, je m'en suis bien sortie. Par contre, tu vois ma voiture, c'est comme tu sais, Ouais, dans les films, quand tu vois les trucs écrasés, tu te dis, mais elle est écrabouillé, ouais. morte, c'est pas possible, elle est Bah morte. oui, oui. Non, et je m'en suis sortie. Mais par contre, c'est comme toi, tu vois, l'accident provoque l'électrochoc derrière. Je me suis dit, en fait, ma fille va perdre sa mère sur la route simplement parce que je fais des allers-retours. Et comme mon mari était vraiment très, très ancré dans ses racines et qu'il aurait jamais bougé de là-bas, j'ai fait un choix. T'as fait le ch Tu t'es choisi. De- Voilà, je me suis choisie. Exactement, c'est beau. Je me suis choisie, j'ai vécu 20 ans avec mon ex-mari, c'était super. Mais bon, voilà. Puis on avait 2 chemins qui commençaient à être différents. Tu sais, quand tu évolues dans la télé, que tu es très proactif tout le temps. Moi, son papa, il est menuisier ébéniste. Donc, un métier très, on parlait du bois, donc très ancré dans les racines, le vrai. Et on était sur 2 rythmes, 2 faux rythmes, tu vois? Et voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, on s'entend tellement bien. Donc, c'est génial. Moi, j'ai réussi un divorce magnifique. Donc, je suis hyper Tu heureuse, vois, tu il y a vois? deux questions qui me brûlent les lèvres. La première, c'est, l'accident, tu penses qu'il y a pas de hasard? Jamais. OK. Alors, tu vois, quand tu m'as bon, ça ne m'était pas enregistré tout à l'heure quand tu parlais de ton accident, quand tu m'as évidemment expliqué, ce que tu faisais et pourquoi tu le faisais. Je vais te dire, c'est bizarre de dire ça, hein, mais les accidents qui arrivent aux gens, c'est une chance de pouvoir tout recommencer. C'est comme si on te donnait une page blanche et qu'on te disait: «OK, bon, là, t'as pas compris, ça fait 15 000 fois que tu prends la route ou, dans ton cas, alcoolisé ou dans le mien, fatigué, machin, pas d'heure, en fait, la prochaine fois, tu vas mourir. Donc arrête tes conneries maintenant et réagis, reprends les choses en main parce que c'est pas le chemin que tu dois prendre. C'est comme si on te disait: bon, écoute, on était sympa, t'as donné plein de chance. Maintenant, tu te prends tu sais, un gros mur. Mais par contre, il faut réagir derrière, il faut transformer. Donc, quand les gens comprennent par l'accident que c'est pas le sort qui s'acharne, genre oh là là, la vie me veut du mal, machin, parce qu'il y en a plein des gens qui vont te dire tu sais, qui vont prendre les messages de cette façon. Ils vont se victimiser en se disant qu'ils ont pas de bol. Oui, un accident, c'est pas cool. Toi, tu as les marques encore de ton accident. En revanche, transformer l'accident, comme je te disais, transformer les accidents de la vie comme la mort, de quelqu'un de proche, en utilisant ça pour que ce soit du positif derrière malgré tout, c'est une force ultime de compréhension de la vie en se disant: «OK, j'ai saisi, merci l'univers, j'ai compris le message, je transforme». Et là, c'est ce que tu as fait. Toi, tu as transformé de A à Z. Tu sais que avant j'étais hyper cartésien, après l'accident, je crois à 100 ce que tu viens de dire, de comprendre les signes, de voir en tout cas les signes, d'essayer de Il y en a plein. Il y tu en a vois? plein. On les voit plus ou certains les voient pas du tout et certains ils ignorent. Moi, depuis Maurice, hein, de toute façon, c'était fait un pacte lui et moi. Il était jeune et j'étais jeune, mais il m'avait dit: «Je crois qu'il y a la vie qui nous entoure de signes, il y a des signes partout» et il m'a dit: «Je te ferai des signes tout le temps, même quand je serai plus là» et en fait, sur certains trucs et des moments très durs de ma vie, il a été là. Je sais que c'est lui, tu vois? C'est des signes à la con, tu vois? Parfois, c'est qu'une musique, c'est que plein de mais je sais et donc depuis ça, donc ça fait quand même longtemps maintenant qu'il est décédé, tu vois? J'ai basé toute ma vie sur, sois attentive à ce qui se passe autour de toi, les signes, les accidents. Parce que les accidents, c'est pas pour rien qu'ils nous tombent dessus, tu vois? Il y a toujours quand tu réfléchis bien, il y a toujours une explication pour que tu aies eu cet accident. Et même les gens qui sont je vais très loin, hein, parce que moi j'ai des potes qui ont eu des gros, gros soucis, même, limite ils auraient pu être handicapés toute leur vie, tu vois? Ben ça aussi, allô, il faut se réveiller, il y a un truc derrière, quoi. Donc voilà, c'est ma Est-ce façon de voir les choses. est-ce que je te suis à 100 dessus, est-ce que tu comprends que mon message, j'essaye de dire aux gens, allez pas, jusqu'au prendre un réverbère ou prendre un accident, Évidemment. tu vois? Et Je pense est-ce qu'aujourd'hui, qu'on toi, on n'est tu pas obligé d'aller, tu vois? On n'est pas obligé d'aller jusqu'à justement jusque-là si on voit les signes, si on comprend les choses, si on essaye de décomplexer des sujets qui sont, trop tabous et on comprend pas pourquoi, enfin, tu vois? il faut que il faut que des gens comme toi alertent et conseillent, sur le: «Attention» parce que sinon ça peut être dangereux. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais ça aurait pu être la mort, hein, tu aurais pu mourir, hein, donc ça aurait pu être terrible. Et d'ailleurs, c'est terrible pour plein d'autres gens, d'ailleurs, qui s'en sortent pas à cause de l'alcool parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tuent sur les routes, hein, ça on le Tout à sait, fait. donc c'est encore toujours un sujet et un énorme sujet. Mais je crois qu'il y a parfois des gens, et tu en croises j'imagine, tu sais pas pourquoi, ils ont besoin d'aller se prendre le mur quand même, quoi. Donc tu auras beau être là pour dire, ce qui est génial dans ce que tu fais, c'est que tu vas toucher une partie, de la cible que tu vises.
qui, elle, va entendre et va se dire: «Putain, ouais, attends, perdre ma vie ou être en danger pour, 2 verres de trop ou je sais pas quoi, ouais, putain, moi, je vais faire gaffe». Il y a ça et puis il y a tous ceux qui vont l'entendre, ça va sortir parce qu'ils ont besoin d'aller se confronter, tu sais, à leur noirceur, les abîmes que tu as connus toi aussi, pour pouvoir renaître derrière et ça, bah, c'est l'histoire de chacun. Donc C'est tout à bien que fait, les je te coupe parce que ça me touche énormément. C'est que je pense qu'on a chacun notre chemin et on peut pas accélérer le chemin de quelqu'un. Par contre, on peut mettre des petites graines ou on peut mettre des petites pièces exactement. du puzzle, et ça, c'est cool et c'est pour ça que nous, on essaye, d'impulser ces outils et en plus, c'est des choses qu'on aurait aimé avoir donc c'est Mais c'est cool. ça. Pour les personnes qui ont été avec des personnes qui buvaient et à un moment, ils s'éveillent un peu et puis ils ont envie de quelque chose de différent. Je leur dis souvent, «Vous savez, on ne peut pas regretter, ce qu'on a vécu», ce que tu viens de vraiment de le dire à juste titre et tu as dit, tu as fait un divorce génial. Est-ce que la vie, c'est des cycles? Est-ce que tu es qui tu es aujourd'hui grâce à cette relation que tu as eue Bien sûr. comment tu sais comment faire pour entre guillemets «relativiser», de se dire, «Bah, je perds des gens que j'ai aimés». Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, par exemple, j'ai quelqu'un, que j'ai eu en podcast qui m'a dit, voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde avec mon mari. Lui, bah, justement, il avait une consommation d'alcool comme ceci, puis moi, je voulais plus et on n'était plus connectés. C'est pas facile, tu vois, de se choisir. Toi, tu t'es choisi. Comment toi, tu pourrais dire, voilà, pour relativiser ou pour positiver quelque chose qui normalement on pourrait se dire, tu sais, parce qu'on peut faire aussi des mini deuils d'amitié, on peut faire tu vois, des gens qui ont été sur notre route, on les aime encore très fort, mais on n'est plus sur la même longueur d'onde. Comment tu gères ça, toi? Moi, j'ai appris, dans la vie où la vie a voulu me faire comprendre ça aussi, parce que tu l'as compris, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais autour de moi, donc que souvent, il faut accepter de perdre pour gagner d'autres choses. En fait, c'est comme si tu passais, tu sais, à la douane ou au péage, comme tu veux, j'en sais rien, mais que au moment où tu veux avoir le truc qui est de l'autre côté de la vitrine, là, tu vois, tu es obligé de filer un autre truc, c'est du troc. Et ça, je l'ai appris à mes dépens en me disant: «Mais putain, je suis obligée de passer par là, là, pour avoir un truc meilleur derrière». Et en fait, ouais, c'est je sais pas pourquoi, c'est la loi universelle de la vie, hein, mais il faut d'abord morfler un petit coup, peu importe, hein, heureusement, tu as des niveaux de tu morfles. Donc il y a des petits trucs qui vont te faire morfler un peu, bon OK, tu vas t'en remettre très, très rapidement. Puis il y a les trucs beaucoup plus lourds, mais plus tu vas morfler et plus tu vas gagner. Je Moi, plus j'ai pris cher et plus j'ai eu un beau cadeau derrière. Je sais Mais pas te dire ce qui pourquoi. est je suis complètement d'accord avec toi mais par contre, il faut pas le faire pour la récompense. Tu vois, c'est ça Ah qui est bah pas non, f tu vois, ah c'est bah ça qui non, est pas non, non. facile. Ah non. Non, puis tu peux pas. Après tu peux pas tu les gens sinon se mettraient à prier pour avoir des emmerdes. Ils seraient: «Ah donne-moi des emmerdes comme ça j'aurai plein de trucs positifs». Mais t'arrêtes. Non, mais en revanche, c'est juste essayer et c'est là où c'est difficile, mais au moment où on est dans le noir de nos emmerdes, de relativiser en se disant: «OK, j'accepte parce que là, c'est la merde absolue, je vais pas bien, j'ai même presque envie de crever» parce que tu as des moments où tu as vraiment envie d'en finir tellement tu peux souffrir. Mais derrière, réussir à avoir la petite porte ouverte avec la lumière, tu sais, au bout du couloir là, qui te dit: «Tiens bon, parce que derrière ça ira mieux» et «ça ira mieux», moi je m'accroche à ça depuis que j'ai donc 14 piges, parce que je suis persuadée de ça et tu sais quoi? Souvent parce que toutes les interviews que j'ai faites, je te jure, on me demande parfois cette question qui est ultra chiante: «Est-ce que vous êtes heureuse? C'est quoi le bonheur pour vous?» Ça m'énerve parce que en vrai, le bonheur pour moi n'est pas le même que pour toi, n'est pas le bon C'est pas le universel. bonheur, ça veut dire quoi, en Mmh, fait? mmh mh. Je ne sais pas. Puis moi, comme je suis quelqu'un qui est en quête de toujours plein de trucs super nouveaux, bah, peut-être que je serai jamais rassasiée même à 99 ans, tu vois? Donc c'est voilà, la seule chose que je peux dire sur mon bonheur, sur ma vie, quand on me demande, même quand je raconte, tu vois, ce qui me et là, je t'ai parlé de ça, hein, mais si je devais prendre vraiment tout ce qui s'est passé dans ma vie, souvent on me dit, «Oh putain, mais ça va, machin, mais tu heureuse quand même?» Mais en fait, vous vous rendez pas compte que j'ai vécu des trucs tellement géniaux et qu'en fait, moi, j'ai une balance qui est hyper stable. La vie, c'est une roue, hein, tu le sais? C'est pour ça que j'aime pas non plus les gens qui disent du mal des autres en pensant qu'ils sont au-dessus de tout parce qu'en fait, la vie, fling, petite pichenette, tu vas connaître aussi ton petit tour de roue parce que tout le monde passe par là. Donc en fait, moi, je me dis juste, aujourd'hui, j'ai un équilibre parfait entre les trucs super trash et durs que j'ai dû, vivre et supporter et les trucs incroyablement dingues que j'ai vécus. Donc je suis sur un plateau qui est très équilibré. Donc quand on me demande: «Est-ce que tu es heureuse?» Oui. Mais après, est-ce que je suis la plus heureuse du monde? J'en sais rien. Mais moi, dans ma vie, est-ce que je suis heureuse de ce que j'ai fait?
machin. Tu vois, par exemple, je regrette absolument rien, mais rien de mes choix. Même en télé, j'ai aucun regret de quoi que ce soit. Vraiment. Et je veux pas. Donc en fait, je fais tout en conscience, en me disant, même quand tu es méchante, tu le fais parce que tu as une bonne raison d'être méchante ou de pas être contente, tu vois. Et je veux pas regretter. Donc je le fais en étant, tu sais, alignée avec mes choix, quoi. C'est vraiment c'est ça, c'est aligné, c'est vraiment tu as fait le geste, tu vois? Tu es vraiment en équilibre, Ouais, ouais. parfaite et toutes tes expériences ont fait que, bah, ce qui tu es maintenant et c'est beau de dire qu'il faut pas regretter ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on est Non, maintenant, ça t'a fait comme dire. mais quand et c'est ça et tu évolues et tu sais maintenant, voilà, vers où tu vas, même si on se l'a dit tout à l'heure, hein, le chemin de s'apprendre, de se choisir, ça met du temps aussi et c'est ce qui est beau. Voire dur. Tu fais un métier, à l'heure actuelle où tu rencontres énormément de gens. Ouais. Tu es sur scène, c'est pas simple parce il faut avoir du bagou, faut être sûr de soi et tu le fais très bien parce que je pense sincèrement que, tes ta vulnérabilité, ta force, tu vois? Tu as quelque chose de tellement, intime, de tellement, naturel que, bah, tu inspires la bienveillance et donc on a envie de se livrer à toi et en plus tu as une expérience folle, enfin tu as un vécu, qui est, pour moi tu es un phénix, hein. Tu es une survivante. Est-ce que tu te dirais que la vie c'est faire des rencontres? C'est comme ça qu'on se nourrit? Bah, en tout cas, écouter les autres, c'est important. Comme j'ai un métier où je parle beaucoup, tu vois? Je suis tout le temps sur scène, comme tu l'as dit, je dois transmettre beaucoup d'infos, de mon énergie aussi, beaucoup. Mais je dis souvent aux gens que j'adore recevoir l'énergie des autres, écouter leur histoire. Parce qu'en fait, c'est en écoutant leur histoire que déjà souvent je suis rassurée sur la mienne, parce qu'on a tous des putains de bagages qu'on porte. Il y a pas que Sandra Lou qui a vécu des trucs, et ça, j'ai adoré me rendre compte de ça aussi dans ma vie, de me dire: «Mais en fait, quand tu commences à creuser, tu sais, tout le monde a un vécu, tout le monde a vécu des trucs». Alors c'est vrai que je te parle toujours, tu vois, de cette espèce de curseur quand même, parce que, bah, oui, il y a des gens qui ont vraiment vécu des trucs horribles et d'autres quasiment rien. Bon, OK. Mais c'est toujours intéressant parce que tu vois la lecture des gens sur leur expérience de vie, tu vois la tienne et tu te dis: «OK, donc moi j'ai peut-être une conscience plus élevée des choses», et ça me rassure sur certains points. Puis parfois quand je vois que quelqu'un m'élève et me tire vers le haut par sa connaissance, par son appréhension des problèmes, tu vois? Quand tu vois que les gens appréhendent les choses d'une manière différente de toi et que c'est la bonne méthode, hein, parce que tu vois qu'ils sont bien, même s'ils ont traversé des trucs horribles, bah, tu te sens inspiré par eux, parce que tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Et moi, par exemple, tu vois, j'adore les personnes qui sont comme des mentors pour moi. Moi, tu vois, je fais beaucoup d'animations d'événements avec les femmes parce que à un moment donné, on s'élève mutuellement, tu vois, on se partage nos parcours, on a une force quand même, particulière aussi, nous les femmes, mais c'est pas pour, tu vois, j'adore, ce que font les hommes et tout, et moi je suis pour l'équilibre. Encore une fois, tu sais, je te parlais beaucoup d'équilibre, mais c'est vraiment ça. Donc on a besoin des hommes. Mais les femmes entre elles, elles commencent à comprendre que quand elles font corps ensemble, elles défoncent tout. Parce elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent démultiplier ce qu'il y a en elles et que parfois, elles laissent de côté en se disant: «J'ose pas», tu vois? Moi, aujourd'hui en tout cas, ma plus grande force quand je suis sur scène, c'est d'oser. Je suis moi, et tu sais, quand je t'ai dit, je suis contente parce qu'en quittant la télé et en étant maintenant, tu vois, journaliste animatrice sur de l'événementiel, je suis au contact direct du public. C'est-à-dire qu'avant, j'étais sur des plateaux, je voyais pas les gens, je savais qu'il y avait 8 millions et demi de téléspectateurs sur TF1, tu vois, quand je faisais, Danse avec les stars. Je pouvais pas visualiser 8 millions et demi de téléspectateurs, je me disais beaucoup, tu vois? Mais tu sais pas, puis tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas, est-ce qu'ils t'écoutent vraiment quand tu es à la télé? Est-ce qu'ils sont en train de bouffer des chips? Enfin, tu sais pas. Là, quand tu es sur scène sur un événement, je vois les gens. Je fais une vanne, j'ai tout de suite l'énergie du public. Est-ce que je vais faire un plat? Est-ce qu'ils vont se marrer? Est-ce que, à la fin, ils vont me dire: «Putain, c'était génial, on a passé un super moment». Moi, tout ça, c'est des trucs qui vont me faire du bien parce que je me dis: «Ah putain, ils ont passé un chouette moment», ça se sent, ça se voit, tu vois? Et donc, depuis que je fais beaucoup, beaucoup plus, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais beaucoup, beaucoup de scènes, tu vois? Bah, en fait, je me suis rendu compte que plus j'étais moi, plus j'étais justement la Sandra Lou, bretonneuse fou ce que tu veux, mais qui a choisi d'être habillée comme ça, coiffée comme ça, qui dit ce qu'elle veut, parce qu'elle écrit ses textes, parce qu'elle travaille avec les gens, parce que machin, et qu'elle écoute, et ben tout ça mis ensemble, et ben c'est juste, la recette qui marche, tu vois? Et ça y est, donc tu as 44 ans, je suis enfin
à ma place. C'était long, hein. Ah mais Mmh. quel bonheur Ah ouais. de se retrouver. Tu parlais justement des femmes et quand elles sont ensemble. Moi, je suis persuadé que toutes les révolutions ont été initiées par des femmes. Je c'est ça, c'est la vie, c'est comme En fait, ça. elle fout les pieds dans le plat souvent, hein. C'est celle qui bouscule et qui tape dans la fourmilière, donc j'en suis persuadé et celle de la sobriété, ce sera la même chose. Je pense que cette, révolution-là passera par aussi par les femmes. Qu'est-ce que tu penses justement de ces femmes qui sont publiques, qui sont célèbres, qui sont appréciées ou pas, qui prennent la parole sur ce sujet-là? J'en ai une, dont je dois te parler, mais que certainement tu as entendu même dernièrement parce qu'elle a beaucoup parlé de ça, c'est Noémie Lenoir. Pourquoi? Parce que Noémie, en 2015, a accepté de faire mon livre Finger in the Nose. Oui. Quand je l'ai vue, l'anecdote, elle est quand même assez jolie parce que quand je l'ai vue, moi, j'ai vu cette fille que j'aimais bien, tu vois? Parce que je la trouvais tellement belle et puis, elle avait joué aussi dans certains Astérix et tout, donc j'étais, tu sais, j'ai un peu jamais été fan, mais tu admirative de son travail, tu vois? Genre, ah là là. Et ce jour-là, elle a débarqué, je me souviens, elle avait pas du tout lu mon mail, donc elle a débarqué habillée, je sais même pas, elle devait être, en survêt et tout et je me suis dit: «Mais meuf, faut être chic parce que déjà le doigt dans le nez, c'est pas très chic, alors si en plus tu me mets». Je fais: «Non». Moi, je portais une robe ce jour-là et elle me dit: «Ah bah, passe-moi ta robe, on s'en fout et tout». Donc je lui ai passé, j'avais une robe en cuir, je lui ai passé ma petite robe en cuir, elle est rentrée dedans, évidemment, comme un gant. Et on a fait une super belle photo d'elle, le doigt dans le nez, où elle se marre comme ça, elle a la tête en arrière, c'est plein de good vibes et tout. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, elle vivait le pire moment de sa vie et ça ne se voyait pas, C'est tu dingue. vois? Et je suis passée complètement à côté, moi. Elle était dans le moment le plus dark où elle ne pensait qu'à l'alcool. Elle buvait ses bouteilles de rosé, comme elle le dit elle-même, toute seule dans son coin chez elle. Et surtout, après ça, elle a traversé une période très compliquée où, elle a eu envie de voilà, d'en finir à différents niveaux et tout. Donc et tout ça à cause de l'alcool, tu vois? Et quand je l'ai revue là, au mois de juin, parce qu'en fait, elle était invitée sur mes tables rondes pour l'événement C'est qui la boss? OK. Et que j'ai vu que c'était elle dans le line-up et que je l'ai appelée, j'ai dit: «Mais putain», je fais: «Mais tu te souviens de moi?» parce qu'entre temps, on s'était à peine échangé des messages, tu vois? On avait un peu perdu le contact. Moi, je savais vite fait ce qu'elle faisait, mais pas plus, enfin, tu vois? Et là, on s'est vu, on s'est dit: «Écoute, moi, pour l'interview, normalement, je fais des visios et pour préparer ma table ronde, je fais juste des visios, c'est plus rapide, puis après, je fais mes trucs et voilà». Je lui dis: «Tu où?» Elle me dit: «Bah, je suis à Paris, j'habite dans le 16e». Je dis: «Bah, écoute, ça tombe bien, je suis à Boulogne». En fait, il s'avère qu'on est à 2 rues l'une de l'autre. En fait, il y a que le périph' qui C'est nous dingue. sépare. Et je lui ai dit: «On se voit, au Murat», c'est un petit café qui est à Porte d'Auteuil. Je lui ai dit: «On se voit au Murat, on va se parler». Et d'un rendez-vous de 1 heure, on a passé 3 heures et demie à 2, où elle m'a tout raconté de ces étapes-là depuis 2015 où on s'était vus pour mon bouquin. Tu imagines pas évidemment les ponts qu'on a pu faire Ah entre les sa vie liaisons, à ah lui, bah oui. évidemment. Et après ça, tu comprends. Puis alors son combat aujourd'hui, quand tu entends, comment elle en parle, elle donc elle en a parlé sur ma scène, c'était d'une beauté, alors qu'elle dit des trucs tellement difficiles, tellement durs. Elle a fait pleurer je sais pas combien de nanas dans la salle, par ces mots qui sont très durs à entendre, tu vois? Elle se détestait. Tu vois la fille qu'elle est, tu te dis: «C'est impossible qu'elle se déteste». Mais si, mais parce qu'elle était en train de se détruire, tu vois? Enfin et tout ça, je trouve que c'est beau et c'est fort que ça sorte d'une évidemment d'une voix, comme la sienne, parce qu'en plus elle était mannequin, donc elle est passée par tu vois, par tout cet univers dont tu parlais au tout début. Donc oui, le mannequinat, c'est difficile. La vie, d'artiste reconnue, elle était très connue, elle avait quand même, tu vois, elle était entourée que de gens, qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient et donc elle est tombée dans tout ça, tu vois? Aujourd'hui, tu la vois, c'est une fille qui se maquille quasi plus, elle s'en fout. Elle a ses enfants, son chien, sa petite vie sympa, elle fait ce qu'elle veut, choisit ses projets. Elle est très croyante, elle a sa petite croix sur elle et alors pas un gramme d'alcool. Elle sait que si elle retouche à un seul, même trempé, le fameux «je trempe ma bouche», c'est foutu, elle rechute, elle le sait. Donc elle veut plus du tout y toucher. Mais elle a franchement, je t'invite, si jamais tu la connais pas, je te mets en relation. Mais cette fille, il faut que tu l'aies dans ton podcast. Tu sais Vraiment. pourquoi ça me touche énormément? Parce que j'ai après mon accident, en fait, j'ai compris qu'avant je m'aimais pas. Je me faisais du mal avec Tu l'alcool, t'es je jouais un bien sûr. personnage et en me regardant dans la glace et en ayant cette force de me reconstruire, j'ai appris à m'aimer et Bien sûr. avant, dans les soirées parisiennes, je jouais beaucoup sur mon physique, quelque chose que, j'avais pas
qu'on m'a donné, mais que moi j'ai pas joué pour mon physique. Quand tu nais comme ça. Et en fait, j'ai eu l'impression, en tout cas c'est ce que je veux à l'heure actuelle, c'est comme Noémie, c'est devenir une belle personne, tu vois. Et le physique n'a plus d'importance, tu vois. Euh, Si tu l'as, tu sais quoi? C'est ce que je pense même pour ma fille parce elle est toute mignonne, mais combien de fois je lui dis: «Ne mise pas tout sur ça» parce que ça finira évidemment avec le temps par peut-être un peu changer et tout et il y a des femmes qui regardent ce qu'elles deviennent aujourd'hui. Elles font appel à de la chirurgie qui on les reconnaît pas. Enfin, tout est bon pour, plus avoir une seule ride. Enfin non, arrêtons ça 2 secondes, quoi. Moi, j'ai de la chance pour l'instant, j'ai un capital génétique qui est génial au niveau du visage, en tout cas des rides. Maintenant, je suis soumise à comment on appelle ça? La peau qui pend là. Je Heu, pourrais même pas te dire Bah, ça. comme les pommes là, la merde, comment appelle ça? Là, quand tu La, consommes une pomme, la loi de Newton, merde, la la gravité. pesanteur? La gravité la gravité et du coup, bah, la gravité, c'est quoi? C'est que, bah, oui, notre peau n'a plus la même élasticité, on vieillit et c'est OK, c'est OK. Donc C'est par c'est no- contre, il y a un truc Ouais, dis-moi. non, il y a un truc qui bougera pas, c'est si tu es une mauvaise personne dedans, ça va pourrir de plus en plus et ça, c'est pas bon. Donc moi, je préfère être, OK, tu es mignonne dehors, c'est bien, mais garder ce truc beau, lumineux à l'intérieur et qui rayonne. On parlait de rayonner. C'est-à-dire qu'il faut pas se le garder que pour soi, il faut essayer de rayonner autour et de donner le plus possible. Ça, enfin, pour moi, c'est le plus important et sans alcool, on y arrive encore mieux. On peut pas dire mieux, hein, de toute manière. Peut-être un dernier message justement pour la jeunesse actuelle parce Ok, que comme ça me touche, j'ai ma fille qui, bien comme je te dis, sûr. qui a 16 ans. Hem, Faire comprendre quand même aux jeunes qu'ils n'ont pas besoin, pour appartenir à un groupe de personnes, de se mouler dans ce groupe. C'est-à-dire si on doit, se mettre minable et boire beaucoup d'alcool pour appartenir à ce groupe, c'est que ce ne sont pas des bons amis. Parce que les bons amis vont accepter que tu aies ton libre arbitre et que tu puisses dire: «Moi les gars, j'arrête, en fait, là, c'est bon, envie de vomir ou j'ai c'est un verre, ça me suffit, mais moi je rigole déjà, je danse comme un fou, j'ai pas besoin d'en mettre plus dans mon nez». Enfin dans mon nez, c'est, rarement les herbes dans son nez, mais autre chose. Des fois, tu vois? Mais que les gens comprennent, enfin que les enfants comprennent bien ça parce que, parfois on le comprend trop tard et c'est justement trop tard parce qu'il arrive des malheurs et ça c'est moi, je te dis, je le dis à ma fille souvent parce que, bah, quand elle fait des petites fêtes, j'ai quand même un peu peur parfois. Parce que tu sais, il y a toujours le truc, j'ai été ado, hein, je suis pas débile. Ce truc de tu fais des trucs dans le dos et tu le dis pas. Et puis, j'ai vu mes potes en faire des trucs comme ça et cacher même parfois, je me disais, mais ça sent la cigarette, comment ils font pour que les parents ne voient pas qu'ils aient fumé des clopes? Je comprenais pas, tu vois. Et comme moi j'étais très, tu vois, c'était non machin, moi j'avais pas ce souci, mais je les voyais réussir à planquer ces trucs-là. Je disais: «Mais putain, mais comment ils font, quoi?» Et les parents voyaient rien, hein, certains ne voyaient rien. Donc moi j'ai peur, tu vois? Je veux pas être ce parent qui voit que dalle. Je veux pas passer à côté de quelque chose, donc je check. Après tu peux pas surveiller, je mets pas des caméras sur ma fille, tu vois? Mais j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut pas aller trop loin dans voilà, qu'il y a une limite. Si tu es entouré de bonnes personnes, des personnes qui t'aiment sobre et naturel, qui t'aiment comme tu es, sans Bah, artifice, voilà, sans et ben ça roule parce que tu danses c'est comme tu ça. veux, tu fais n'importe quoi, tu fais les blagues que tu veux. On t'aime pour qui tu es et c'est ce que tu et ton chemin, il est comme ça, Sandra. Tu as mis du temps, hein, 44 ans et c'est pas fini, mais à savoir qui tu es, réellement et qui tu veux montrer qui tu es et les gens t'aiment pour qui tu es et tu accepté ça. Avant, tu as accepté parce que, bah, ça faisait partie de ta vie, mais maintenant, on t'aime pour qui tu es et tu es à la Oui. bonne place, le bon entourage. Et en fait, plus tu comment dire? C'est comme si, tu sais, tu putain, c'est quoi ce qu'on dit, souvent? C'est comme en musique, putain, je perds mes mots, hein, ce soir. Excuse-moi, Heu, c'est, la fréquence? oui, merci, Je t'en prie. merci, on y parce que je faisais ça, du coup, tu as compris. Ouais. On va faire des mines maintenant. Non, mais en fréquence qu'on envoie, oui, c'est ça. Quand on est sur la bonne fréquence pour nous, ça envoie la bonne fréquence aux autres et en fait, c'est con, mais je te jure, il y a une forme de résonance et comme on est interconnectés tous de toute façon, ce que j'envoie aux autres, je le reçois. Tu qu'à faire le test, hein, va dans la rue, gueule sur une personne, elle va se sentir agressée, elle va te gueuler dessus, elle va dire: «Putain, mais pourquoi tu me gueules dessus?» tu vois? Et c'est normal. Donc en fait, le fait de pouvoir rayonner comme ça et de faire rebondir, ta bonne fréquence,
te fait en fait, c'est comme si c'était un truc qui gonflait un peu plus fort en te mettant encore plus à ta place, tu vois? Donc c'est pour ça que je parlais beaucoup de oser tout à l'heure, mais toi, tu as osé à un moment donné dire: «OK, il faut que je me prenne en main. Qu'est-ce que je peux faire? Podcast, machin» et là, tu rayonnes de plus en plus. Tu me dis que ça prend de l'ampleur, mais oui, c'est normal parce que tu vas toucher de plus en plus de gens qui pensent comme toi. Tu vas attirer à toi les gens qui pensent comme toi et c'est comme ça que petit à petit, grâce à des gens comme toi, en fait, on fait avancer le problème, tu vois? Et donc continue, moi, c'est la seule chose que j'ai à te dire parce que Merci. c'est pour le bien commun. Et puis évidemment faire comprendre aux gens qu'on peut faire la fête sans alcool, eh ben oui, c'est possible. Après il y a beaucoup de gens qui en reviennent maintenant, hein, parce qu'on est, de plus en plus sur je sais pas si tu as vu, hein, dans les rayons, il y a de plus en plus de bières 0%, mine de rien. Après je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais c'est il y a de plus en plus le choix. Tu peux être festif avec une bière, on s'en fout de la bouteille, c'est on n'est pas obligé de lire en gros que c'est 5,8 tu vois? Si elle est à 0%, tu peux quand même faire la fête. C'est encore une fois, c'est la vitrine, c'est ce qu'on veut te montrer, tu vois? Donc donc c'est bien que ce que tu as dit tout à l'heure sur le: «Il faut qu'on m'accepte comme je suis» et c'est là où tout ira mieux, quoi. Merci beaucoup Sandra, merci du fond du cœur. Je suis trop fier de t'avoir, eu dans cet épisode. Je t'en prie. C'est hyper touchant et c'est hyper inspirant. En tout cas, Merci, merci pour tout, c'est merci beaucoup gentil. Sandra, vraiment du fond Je du t'en cœur. prie. À Je t'en prie, bientôt. au revoir. À Ciao. bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités